Si Louviers m'était compté. Sur la route de Louviers, avec moi, venez à la découverte de la ville. Ville du célèbre cantonnier, Venise normande industrieuse et ville, dit-on, des maqueux de soupe. Empruntons la côte de Paris et nous verrons la ville depuis les monts, la ville et ses 2000 ans d'histoire. Le panorama qui s'offre alors à nous correspond à cette gravure du XVIIe siècle de la ville de Louvière. Louvière, que veut dire ce nom? Jusqu'à ce jour, on n'en connaît pas la signification. Les chercheurs cherchent et cherchent encore. Remontons le temps. L'homme s'est installé dans ce site de la vallée d'Eure, sans doute aux environs de 4500 ans avant Jésus-Christ, comme le prouvent ces quelques découvertes issues de fouilles. Celle de la Villette ou de la côte de la Justice, par exemple. Cette meule ou ces outils de pierre taillée sont visibles au musée. Le menhir de la Basse-Crémonville, sur la route de Saint-Étienne-du-Vauvray, atteste également d'une présence de l'homme très ancienne. Et pourquoi donc un menhir ici? Eh bien, les historiens affirment que ce gros caillou marquait l'emplacement d'une tombe de forme circulaire. La présence d'une agglomération gallo-romaine est attestée par des vestiges de murs, des débris de tuiles et des objets divers, mais en fait, on n'en sait pas beaucoup plus sur cette période. On connaît mieux la suite, en particulier le Haut Moyen-Âge, toujours grâce à des fouilles, comme celle entreprise il y a quelques années, rue du Mûrier. Des dizaines de sarcophages ont alors été mis à jour, certains contenant encore des ossements, d'autres des bijoux. L'habitat se concentre alors sur la colline du Châtel, où s'élève la première église de Louviers, dédiée à Saint-Martin, à l'emplacement de l'actuelle place de la Halle. Cette église fut détruite en 1856 et on ne la connaît que par ce dessin du peintre lauvérien Renoux. Mais tout cela reste encore bien flou. La véritable histoire de Louviers commence en 965. Depuis le traité de Saint-Clair-sur-Epte de 911, dont on a commémoré le 1100e anniversaire l'an dernier, la région est normande. Et c'est tout à fait incidemment qu'on trouve la trace de l'existence de notre ville. Voici un denier de Richard Ier, duc de Normandie. En cette année 965, donc, il cède aux moines de Saint-Aurin d'Évreux les églises de Louviers et de Pinterville, les pêcheries des moulins de Louviers et 40 sols de rente sur ces moulins. C'est donc bien la preuve qu'une agglomération, petite encore, existait à cette époque avec une église et des moulins. Et ce don explique aussi l'existence d'un bras de la rivière dénommé de Saint-Aurin. Un deuxième texte marque une nouvelle naissance de la ville. En 1197, c'est l'échange d'Andely. L'archevêque de Rouen abandonne le site de Château-Gaillard à Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, qui s'empresse bien sûr de terminer les fortifications. En contrepartie, l'archevêque reçoit deux villes, Dieppe et Louviers. Désormais, et jusqu'à la Révolution, l'archevêque de Rouen sera le seigneur de la ville avec le titre de comte. Louviers connaît alors un siècle et demi de prospérité, comme en témoigne la construction de l'église Notre-Dame avec la tour Beffroi et deux bas-côtés seulement. À partir de la fin du XIIe siècle, on construit beaucoup. Une halle, un manoir épiscopal, un hôtel-Dieu. Mais la ville ne juge pas nécessaire de se protéger par des fortifications, ce qui lui vaut d'être pillée par les Anglais dès le début de la guerre de Cent Ans, en 1346. La ville, également ravagée par la peste noire, qui tue la moitié des habitants, décide alors de s'entourer de remparts, mais ils ne sont même pas terminés que la guerre reprend et Louviers est de nouveau assiégée et prise en 1418. Allez donc au musée, vous y verrez cette bombarde anglaise. Elle date vraisemblablement de cette époque. Puis la ville est reprise par les Français en 1429, mais reperdue 2 ans plus tard, et les Anglais se vengent. Ils détruisent les remparts et la plupart des maisons, à l'exception de la maison du numéro 29, rue des Quatre Moulins, dite des Plaides de Saint-Aurin. C'est aujourd'hui bien difficile à voir, mais pourtant, c'est bien la plus vieille maison de Louviers. À cette époque, donc,
la ville est abandonnée par la majorité de ses habitants. Elle est réoccupée par les troupes de Xaintrailles et Bigard. Ce dernier, compagnon de Jeanne d'Arc, possédait un fief à Louviers, le manoir de Bigard, sur lequel figurent les armes de la Pucelle. Une dernière tentative des Anglais, pour reprendre la ville, est brisée dans le faubourg Beaulieu, où l'on fit grand massacre des Anglais. Pour prix de sa bravoure, la ville reçoit du roi Charles VII le privilège de faire figurer dans ses armoiries le titre de Louviers-le-Franc et le L couronné. En 1440, Charles VII viendra à Louviers, capitale éphémère du royaume, diriger les opérations de reconquête de la Normandie. Il avait aussi accordé aux habitants une exemption perpétuelle de la taille, exemption que ses successeurs ont également maintenue, mais en créant de nouveaux impôts. La paix ramène le calme, mais on se méfie cependant, et les remparts sont relevés. La ville est alors entièrement close, avec des bastions, des tours et une citadelle, comme nous le montre ce plan Leroux daté de 1731. Les remparts ne seront pas utilisés comme moyen de défense, mais ils serviront à contrôler le commerce et à faire payer l'octroi pour les marchandises pénétrant par les 4 portes de la ville, par exemple à la porte de Paris ou à celle de Rouen, qui abritait également le gouverneur et le corps de ville. La ville connaît alors 3 siècles et demi de tranquillité et de prospérité, ce qui n'exclut pas des difficultés économiques et des épidémies, mais sans commune mesure avec les désastres de la guerre de Cent Ans. L'Église est alors toute puissante. Installée depuis le haut Moyen-Âge, l'Église catholique déploie alors une intense activité à Louviers, même si le cardinal d'Amboise, contre-archevêque de Rouen, préfère, lui, construire son château de style Renaissance à Gaillon. Il ne conserve à Louviers qu'un manoir, qui deviendra plus tard l'hôtel du Grand Cerf, rue du Matray. La maladrerie Saint-Hildevert n'est plus utilisée. Sa chapelle sera vendue sous la Révolution et elle disparaîtra. Les cimetières entourant les églises sont fermés et les morts sont désormais enterrés dans le grand cimetière, situé sur l'emplacement actuel de la place de la République. L'église Saint-Martin, elle, devient trop petite. On l'abandonne au profit de Notre-Dame, dont la construction avait commencé aux environs de 1200. Ces travaux d'agrandissement et d'embellissement se sont poursuivis jusqu'au début du XVIe siècle, comme en témoigne le porche du portail sud et les vitraux. Le quartier Saint-Germain lui aussi a son église, de même que le quartier Saint-Jean, dont l'église ne sera jamais achevée et elle sera finalement remplacée au XIXe siècle par la chapelle de l'hôpital. Et cette belle construction, vous la reconnaissez? C'est le prieuré dédié à Saint Lubin, évêque de Chartres. Il a été édifié au XIIe siècle dans une clairière de la forêt de Bord. La légende raconte que cet homme pieux, parti chercher du poisson en ville, se serait perdu à son retour. Épuisé, il se serait alors endormi sous une épine blanche. On dit que 7 ans plus tard, il se réveilla, tout aussi frais et dispos qu'à son départ. L'histoire ne dit pas si le poisson était aussi frais que lui. En tout cas, depuis ce temps-là, chaque année, quelques jours avant le printemps, s'y déroulait un pèlerinage. Les jeunes filles qui voulaient se marier dans l'année devaient s'y rendre en procession, en empruntant le chemin des amoureux et faire 7 fois le tour de l'épine. C'est beaucoup plus tard, dans la première moitié du XVIIe siècle, que sont édifiés dans la ville d'autres bâtiments religieux. D'abord, c'est le couvent Saint-Louis-Sainte-Élisabeth, à l'emplacement de la mairie actuelle, et c'est ce couvent qui fut le théâtre d'une dramatique affaire qui fit grand bruit. On en parla même à la cour du roi. Vous la connaissez peut-être. C'est l'affaire des possédés de Louviers, histoire d'une hystérie collective. Après la mort du directeur de conscience des religieuses, plusieurs d'entre elles entrent dans un état d'excitation extraordinaire. Elles s'agitent convulsivement, blasphèment, se roulent à terre, grimpent au mur et se disent possédées par le démon. Après plusieurs années de procès, l'ancien confesseur décédé et son successeur, bien vivant lui, sont alors brûlés sur la place du Vieux Marché à Rouen. Le couvent devint, à la Révolution, le siège de l'administration municipale et sa chapelle servit longtemps de palais de justice. Dans un autre couvent, la vie des religieux est beaucoup plus calme. C'est le couvent des pénitents. Ces religieux, qui considéraient leur couvent de la route d'Évreux malsain, sont venus s'installer en ville. À la Révolution,
leur couvent est transformé en école de garçons, puis en prison, puis au fil du temps en logement et plus récemment en école de musique. L'église, à l'emplacement du jardin où vous vous trouvez en ce moment, s'est effondrée en 1825. Ce couvent vient de subir un grand ravalement. Son cloître est traversé par une rivière, particularité unique en Europe. Un autre épisode, sanglant celui-là, a marqué l'histoire de la ville. Les principales villes de Normandie étant aux mains des protestants, le Parlement de Rouen vint s'établir à Louviers, dans la maison du bailli, et non pas, comme on le dit à tort, dans la maison voisine, celle dite actuellement du Parlement. Et c'est là, dans cette maison du représentant de l'archevêque, qu'en octobre 1562 furent condamnés à mort des dizaines de protestants. C'est dans la maison du Parlement qu'on peut voir encore, datant de cette époque, ce visage peint sur une poutre. Mais l'histoire a ses revers, et comment ne pas raconter la légende du maqueux de soupe ? En 1591, les troupes du roi Henri IV réussirent à pénétrer dans la ville grâce à la complicité du prêtre guetteur installé dans la tour de Notre-Dame. Les Lovériens, qui mangeaient alors la soupe, se sont laissés surprendre et n'auraient pas réagi. Plus sûrement, le bonhomme qui montre le fond de son écuelle vide est sans doute le maître d'œuvre des travaux de l'église et il attend qu'on le paie. On peut voir sa statuette sur un pilier du chœur et sous le porche flamboyant de Notre-Dame. Et voilà que petit à petit, la ville se transforme. Elle déborde de ses remparts, qu'on finira par abattre sous la Révolution, après avoir aménagé des promenades à l'emplacement de nos boulevards actuels, comme on le voit sur le plan Bachelet de 1748. De nouvelles maisons sont édifiées, qui traduisent l'enrichissement de la ville, qu'elles soient à pans de bois comme dans la rue des Grands Carreaux, ou bien rue de l'Île Ternaux, ou rue du Neubourg, avec ses avants-soliers caractéristiques abritant la clientèle, ou encore rue Grande avec la maison du Fou du Roi, devenue aujourd'hui l'office de tourisme. Ou bien qu'elle soit en pierre, rue Grande, comme l'hôtel du marquis de Bec-de-Lièvre, rue du Valet du Pont-de-l'Eure, où l'on voit l'ancien hôtel de Graveron, devenu plus tard sous-préfecture, à la place de la résidence de l'héritier. Ce peut être aussi un mélange de genres, comme on peut le voir dans la maison Lequeux, rue du Quai. N'oublions pas non plus les demeures rurales. La ferme de la Londe, route d'Elbeuf, en est un bel exemple. Mais tout n'était peut-être pas toujours aussi beau et aussi propre à cette époque, comme nous le montrent ces images de la place de la Halle et sa ruelle du Pot d'Étain. Ce qui est certain, c'est que la ville s'est considérablement développée, et cela grâce à de nombreuses activités économiques, liées en grande partie à la rivière et à ses multiples bras. C'est d'abord la tannerie, activité dont on retrouve la trace dans la rue Ternaux, trace aussi dans tous ces lavoirs qui subsistent, les greniers à étentes si caractéristiques, ou l'usine Salentais qui fabriquait des machines pour la tannerie. Plus tard, il y eut aussi une émaillerie, une importante fabrique de cloches, la fabrique Crouzet-Hildebrand. Mais la grande activité, succédant à la fabrication de toiles, c'est la draperie. Elle se développe à Louviers, après l'octroi par Colbert en 1681 d'un privilège qui permet l'essor de la manufacture royale, dirigée par Le Camus, rue de Lille. On travaille encore à la main dans la manufacture de Créteau, réputée la plus belle d'Europe, et qui fabrique un drap d'excellente qualité. Et d'ailleurs, Napoléon ne portait-il pas une redingote en louvier ? Mais la mécanisation oblige à trouver de l'énergie. Celle-ci est fournie par la rivière, que l'on transforme donc en autant de bief, pour faire tourner les roues fabriquées sur place et qu'on utilisera longtemps, à l'image de la turbine installée à la fin des années 1940 par l'industriel Miquel dans le pavillon futuriste construit par l'architecte Novarina. Le XIXe siècle voit se multiplier les établissements drapiers devenus des usines du fait de la mécanisation des tâches. Ternaux, dont vous voyez le portrait, fut l'introducteur du cachemire en France et Napoléon, en 1810, viendra visiter l'usine Ternaux, dont il reste aujourd'hui un bâtiment en briques. Autre exemple,
La grande boîte de Jourdain-Ribouleau, qui brûla à 2 reprises et redevint, après reconstruction totale, un moulin à blé et plus récemment une salle de spectacle, aujourd'hui très active. Les usines Breton, qui succédèrent à l'ingénieux fabricant de machines textiles Achille Mercier, occupaient un vaste espace près de la Porte de l'Eau. Elles s'étendaient rue du Quai et de part et d'autre du boulevard de Crosne. Immenses aussi les usines Miquel et Vandevoorde aujourd'hui disparues. Dans les années 1950-1960, le textile connut une grave crise et les usines fermèrent les unes après les autres. En 2000, il ne restait plus que l'usine Audresset, spécialisée dans la production de fils de qualité comme l'angora ou le cachemire. Mais elle aussi a dû fermer en 2002, avant d'être détruite par un incendie 2 ans plus tard. Cette importante activité textile assura de l'emploi aux Lovériens et aux habitants des environs, mais cela ne se traduisit pas par une augmentation significative de la population, qui resta aux alentours de 10 000 habitants. Cependant, durant toute cette période, la ville se transforma profondément, à l'image de la cour de la mairie, entourée de nouveaux bureaux, d'un grand bâtiment en briques servant d'école, du musée-bibliothèque, et trônant au milieu de la cour, un kiosque à musique remplaça l'ancienne chapelle du couvent. Après bien des débats, Louviers aura quand même enfin sa gare, mais ne sera pas sur la ligne Paris-Rouen. Malgré cette déception, les bâtiments publics se multiplient et attestent du rayonnement de la ville. Gendarmerie, caisse d'épargne, palais de justice, poste, Banque de France, abattoir, premiers équipements sportifs. Louviers aura aussi sa sous-préfecture, mais elle sera supprimée en 1926. La ville se modernise, avec l'arrivée de l'électricité, du téléphone, de l'eau courante. Bientôt ce sera la fin des lavoirs. La place de la République est aménagée en jardin. L'ancien Champ de Mars devient le square Albert Ier, avec le monument aux morts de l'arrondissement, édifié en 1907, avant que ne soit aménagé le jardin Aristide Briand, dans le parc de la propriété d'Annay. À la fin du XIXe siècle, l'école publique devient une priorité des autorités municipales qui construisent l'école Jules Ferry pour les garçons et l'école Ferdinand Buisson pour les filles. On construit aussi 2 écoles pour les petits. Ce sont les écoles Beaulieu et du Mûrier, en plus des 2 écoles privées déjà existantes. Le marché hebdomadaire, la foire annuelle Saint-Michel, les commerces de toutes sortes, les cafés, animent la ville où l'on commence à trouver des lieux de plaisir, le théâtre, la salle du bal champêtre, le cinéma et bientôt la salle des fêtes, inaugurée en 1935. N'oublions pas non plus les cérémonies religieuses et patriotiques, les manifestations sportives et musicales, les fêtes scolaires et la curiosité du passage de la girafe en 1827. La girafe, cadeau du souverain d'Égypte au roi Charles X, serait passée par Louviers, d'où cette peinture sur un café du quartier de la Villette. La maison existe toujours, mais la girafe est cachée sous un enduit. Les guerres de 1870 et de 1914-1918 avaient meurtri la population, tuant de nombreux soldats, mais ce qui arriva en juin 1940 fut également terrible. Le bombardement provoqua un immense incendie et détruisit la majeure partie du centre-ville. De retour d'Exode, les habitants découvrirent une ville anéantie et durent apprendre à vivre dans des baraquements édifiés sur les boulevards. Certains s'engagèrent dans la résistance et en payèrent le prix, et ce fut donc avec un grand soulagement que les Lovériens accompagnèrent leur maire, Mendès France, accueillant le général de Gaulle en octobre 1944. La reconstruction pouvait commencer. La ville connut alors, comme le reste du pays, un baby-boom qui se traduisit par une forte augmentation de la population,
qu'il fallut loger dans de nouvelles maisons individuelles ou des immeubles, comme la Tour Foch, les immeubles de Saint-Germain ou ceux de Maison Rouge. La disparition du textile ne se fit pas trop sentir, car des industries nouvelles ont vu le jour. Wonder, Philips, les plastiques Pleyel, plus tard Cacao Barry, puis Pasteur. Et pour satisfaire les besoins de la population, il fallut créer de nouvelles écoles, construire des installations sportives, refaire la voirie, développer de nouveaux services à la personne, soutenir les associations, aménager le cadre de vie. Mais ce n'est plus le passé. Nous voilà dans le présent, et même l'avenir, celui d'une ville où il fait bon vivre et déambuler dans ses rues chargées d'histoire. Chaque année, la Société d'études diverses fait découvrir à plus de 600 élèves, au travers d'un rallye patrimonial, l'histoire que vous venez de voir. Alors, faisons comme les élèves. Allons-y sur la route de Louviers.